Bon, je vais 4 sujets qui vont toucher à des questions de la récente présidentielle. Je ne parlerai pas des législatives sur lesquelles je n'ai pas encore travaillé. De toute façon, ce qui est vraiment intéressant, c'est le premier tour des présidentielles. Et ensuite, c'est de la mécanique, plus ou moins heureuse, étant donné que notre système n'est plus très adapté. Notre système est un système bipartisan, donc les élections, les scrutins majoritaires à 2 tours sont faits pour un système à 2 partis. Il peut y avoir des petits partis à côté, mais c'est pas fait pour un système avec en fait 4 groupes, si on peut dire, qui se sont présentés à la primaire. Là, ça marche plus, si vous voulez. Donc, en revanche, ce qui est sorti au premier tour de la présidentielle donne une bonne idée on peut le dire, des forces en présence, mais vous allez le voir, et vous avez raison de le dire, quand on regarde l'électorat, les constantes sont assez grandes. Ce qui s'est produit de plus en plus, c'est une sorte de décalage entre la strate politique, les appareils politiques, et puis l'électorat. Et c'est vrai pour la gauche comme pour la droite. Donc je vais vous montrer 4 exemples. Alors pourquoi est-ce que les cartes sont intéressantes? Parce que elles saisissent, quand on les fait à une échelle assez fine, elles saisissent au fond le territoire habituel des personnes. Elles saisissent d'un coup, on ne vote pas seul, on parle des élections et de ses choix avec ses proches, avec les gens avec qui on a l'habitude d'avoir une vie sociale, et en général ils vivent à proximité, même si parfois ils se servent de tous les nouveaux instruments de communication, mais la plupart du temps, on discute en famille, on discute dans des réunions, on discute aussi au café, etc. Donc, ce que saisit la carte, c'est quand même quelque chose qui est plus profond que des simples caractéristiques individuelles, comme l'âge, comme la catégorie sociale que vous voyez d'habitude utiliser, qui sont vraies, mais qui sont des regroupements relativement abstraits. Le fait d'avoir le même âge, ça ne vous dit pas grand-chose de plus. C'est pas, les personnes qui ont le même âge ne se connaissent pas toutes. En revanche, les personnes qui vivent dans une commune se connaissent assez largement. Donc, et c'est de cette manière-là aussi qu'une certaine constance s'observe sur le territoire. Donc je vais vous montrer 4 petits travaux, si on peut dire. Alors je pense, on va le faire marcher comme ça, non, je pense. Ça doit être ça. Hein. Voilà. D'où sort le vote Macron? Je me suis posé la question, qui allait voter pour Macron? Et en fait, vous allez voir, autant il est difficile de dire d'où sortent les candidats Macron, autant sur le vote lui-même, les électeurs, c'est hyper simple. Alors, j'avais regardé notamment le Rolling, qui sont les sondages qui avaient lieu chaque jour par l'IFOP, et qui donnaient dans les intentions de vote, quel était le vote aux élections de 2012. Et donc, bien sûr, pour Macron, c'était assez largement des gens qui avaient voté socialiste ou qui avaient voté centriste. Donc j'ai pris une chose toute bête, vous allez voir, voilà les votes à gauche, vous avez les votes pour Bayrou en 2012, et puis de l'autre côté, vous avez les votes pour Hollande en 2012 au premier tour. Et d'ailleurs, quand vous faites la somme, Bayrou avait fait un peu plus de 9%, Hollande à peu près 28%, 9 et 14, ça fait 23%. Vous n'êtes pas loin du score de Macron, qui est de 24%. Mais bon, c'est une coïncidence. Ce que j'ai fait, j'ai appliqué cette règle-là, le score de Bayrou plus la moitié. J'ai dit, bon, il y a une partie du score Hollande qui est allée chez Hamon et chez Mélenchon, l'autre partie est allée chez Macron. Donc j'ai pris la moitié des votes pour Hollande au premier tour de 2012, et puis tous les votes Bayrou. Et j'ai fait ça dans les 36 400 communes. Donc comme ça, c'est pas globalement, ça marche globalement, mais il faut voir. Et puis j'ai fait la carte, et voilà ce que j'ai obtenu. C'est la carte de gauche, et la carte de droite, c'est les votes tels qu'ils sont apparus. Il y a des petites différences. Regardez, bien sûr, par exemple, quand on fait ça, on voit que dans ce qui est apparu, il y a un peu plus, vous voyez, de taches rouges. La tache rouge
sur Amiens et celle sur le Touquet est plus grande. Alors, posez-vous la question. Donc, en revanche, vous voyez que dans la Sarthe, regardez, la Sarthe, ça va moins bien que dans mon calcul. Ben oui, il y avait un gêneur, il y avait Fillon, qui était dans... et qui a pris des voix, mais regardez sinon, c'est... Alors, il y a bien sûr des... On ne peut pas ajuster parfaitement, mais regardez dans le détail, c'est quand même... extraordinairement ressemblant. Vous avez alors bien sûr les corrélations, etc. Marchent bien. Autrement dit, l'idée que défend Macron qu'il était et droite et gauche, ou plutôt et centre et social-démocrate, est tout à fait vérifiée dans les faits. Son électorat a exactement été celui de Bayrou et une moitié de l'électorat de... Mais ça veut aussi dire une chose, c'est que ça... Il n'y a pas eu de, pour reprendre le titre d'un livre de Macron, il n'y a pas eu de révolution, il y a eu une reconfiguration de très grands blocs, du gros bloc Bayrou démocrate-chrétien, anciennement, et puis du moitié du bloc socialiste qui est social-démocrate, qui a penché pour Macron. Alors il y a une petite chose en plus, quand on sent bien, les villes ont quand même été, ont accentué le vote pour Macron. C'est, je dirais, une petite différence. C'était déjà un peu le cas, on le voit, c'est quand il y a des points plus forts. Alors, c'est des cartes qui sont lissées, c'est-à-dire que quand vous mettez toutes les communes, 36 500, il y a des fluctuations, certaines sont très petites, donc le lissage permet deux choses. Il permet d'égaliser, comme on le fait avec des courbes, des courbes boursières, mais il permet aussi de redonner de l'importance aux villes. Parce que le lissage, ça consiste au fond à étaler la population autour de l'endroit ou de la commune où elle est, comme si c'était sur du papier buvard. Donc si vous avez des grosses taches d'encre, ça fait une grosse tache, c'est beaucoup d'encre, ça fait beaucoup de grosses taches. Donc ça vous montre à peu près la manière. Il y aura quelques cartes, peut-être il y aura des cartes qui seront non lissées, mais en général, c'est le meilleur moyen de lire une carte. Donc, sur ce premier point, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a quand même... chose, c'est que comment se fait-il qu'après tout le vote de gauche socialiste était plutôt laïcard, et puis le vote de Bayrou c'est quand même un vote issu du MRP, de la démocratie chrétienne. Donc là les deux se sont fondus alors qu'ils ont quand même lutté pendant près de 100 ans, les uns acceptant difficilement la République, les autres la promouvant. Alors là, oui, c'est juste pour vous montrer autre chose, je vais faire très vite là, et ce qu'on peut faire à un niveau plus fin, vous voyez, c'est les Pays de la Loire, ça c'est le vote Macron, c'est juste pour vous montrer que c'est pas non plus seulement un vote de riches. On va voir, voilà les revenus dans les Pays de la Loire. Alors là, j'ai pas lissé, tellement les revenus c'est quelque chose, on n'a pas besoin de lisser. Vous voyez qu'au centre des villes, on est un peu plus pauvre en moyenne, et puis tout autour, la couronne est la plus riche. Et puis plus on va vers le rural, plus le revenu moyen diminue. Mais vous voyez aussi qu'il y a la côte où ce revenu est fort. Et en fait, voilà aussi les prix du mètre carré qui expliquent ça. Mais voilà, j'ai fait Macron contre Fillon. Combien il y a de votes Macron pour 100 votes Fillon? Et là, on voit que Fillon, les plus riches et les plus âgés ont été du côté de Fillon. Vous voyez que vous n'avez plus la côte vendéenne, là, alors que vous l'aviez dans les cartes précédentes. Vous voyez par exemple la carte des revenus ou bien la carte du prix du mètre carré. Donc c'est là aussi on voit cet aspect très urbain du vote Macron à nouveau, mais urbain au sens large, vous voyez que c'est un urbain qui prend presque la moitié de la Loire-Atlantique. Alors ce rapprochement, j'étais sur le rapprochement MRP ou bien démocratie chrétienne et puis social-démocrate. Il se trouve que je l'avais repéré au fond d'une autre manière en comparant le vote de Mitterrand au vote de Hollande. Donc le vote de 1981 au second tour au vote de Hollande. Et quand on fait la carte de cette différence, au total c'est pratiquement la même chose. C'est un peu moins de 51, un peu plus de 52%. Et regardez la différence entre les deux votes. Vous voyez, là j'ai mis en rouge, là où Hollande a fait mieux que Mitterrand en pourcentage. Et plus c'est bleu, plus c'est Mitterrand qui avait fait mieux. Et là, vous voyez, j'ai fait la carte par canton. C'est une carte assez structurée. Je l'ai fait par canton parce que j'aurai une autre carte que je ne peux faire que par canton. Mais vous voyez qu'on a une structure qui est vraiment
qui est vraiment forte, qui d'ailleurs commence à vous rappeler le vote de Macron, d'une certaine manière. Donc on sent qu'il y a une tendance, et cette carte-là, par contre, on peut l'analyser aussi très simplement, on peut la reconstituer. C'est la carte, vous avez d'une part la pratique catholique, et d'autre part le FN, qui s'est ôté. Autrement dit, ça c'est une carte remarquable par canton, de la pratique religieuse en 65. Ça a été fait dans toutes les paroisses rurales. Pendant une année, on a compté les gens, les curés ont compté les gens qui allaient à la messe. Et ça a donné lieu à des... Ils ont rapporté ça au nombre d'actifs. Regardez, dans des coins en brun foncé, 90% de la population en 65 allait à la messe. Et dans les coins en bleu foncé, il n'y en avait pratiquement aucun. Là, vous avez les deux France. Le blanc, alors le blanc, il y a 3 évêques qui n'ont pas été corrects, qui n'ont pas demandé, ils ne sont pas fait obéir. Voilà. Donc, alors le Limousin, c'est pas très gênant parce que de toute façon, ça aurait été bleu foncé. Oui. Mais les 2 autres, c'est très gênant parce qu'il s'est passé des choses dans l'Est et on ne peut pas reconstituer. Mais bon, pour le reste, la carte est suffisamment parlante, je trouve. Oui. Et puis l'autre carte, donc c'est une carte qui va être, on va le voir, qui a basculé. Au fond, une partie de ce qu'étaient les terres religieuses des années 60, et ça remonte même à la Révolution française, a basculé vers le centre et vers, au fond, la gauche, du moins une gauche modérée. Et inversement, il y a une perte, ça c'est en moins, voilà les suffrages du FN en 2012, vous connaissez cette carte, là aussi les différences sont énormes, le bleu foncé c'est 12%, le rouge foncé c'est plus de 27%, mais ça c'est en moins. Alors ce n'est pas de l'électorat socialiste, mais une partie des électeurs socialistes de Mitterrand ont basculé comme une partie des électeurs de droite, le FN a pris à tous les râteliers, et donc vous avez ça. Et bien si vous dites on va mettre en plus les régions catholiques et en moins le FN, vous obtenez cette carte-là, canton par canton, et regardez, c'est la carte pratiquement la même que celle de la différence entre Hollande et Mitterrand. Autrement dit, vous avez une sorte un peu de résumé de ce qui s'est produit sur une trentaine d'années. C'est ce basculement de l'opinion au fond des régions, des pays, jusqu'aux communes, qui étaient avec forte pratique catholique, du côté du socialisme, et puis inversement, cette perte d'électeurs socialistes à cause du FN. Si je vous montre ça, c'est parce que, au fond, le recollage par lequel j'ai commencé de Bayrou avec la moitié de Hollande me paraît la poursuite de cela, et c'est la poursuite de cela parce que il y a un effondrement de la pratique religieuse en France aussi, il faut bien le dire. J'avais fait un travail on est arrivé à le mesurer avec Jérôme Fourquet, avec qui je travaille assez souvent de l'IFOP, et on a mis ensemble des petites enquêtes de l'IFOP jusqu'à avoir 50 000 personnes, et la même question sur la religion était posée, c'était pour 2013. La pratique religieuse en France est tombée, et encore une pratique qui n'est même pas ce qu'on appelle les messalisants, c'est-à-dire aller à la messe tous les dimanches, mais qui est aller au moins une fois par mois dans un lieu de culte, voilà la question. C'est 12,5% maintenant, et dans la classe d'âge 25-34 ans, c'est 6,5%. Donc là-dedans, il y a, même s'il y a des petites pointes intégristes, comme toujours quand un phénomène se décompose, mais globalement, il y a une grosse chute de la religion catholique par rapport aux années 65. Dans les années 65, dans la carte que je vous ai montrée avant, c'est en l'ordre de 45% la pratique religieuse. Et encore la messe le dimanche, hein, pas simplement aller une fois par mois. Et donc, il me semble que quelque part, alors comment Macron a-t-il senti ça? Ça c'est une autre histoire, mais ça je ne le sais pas, je ne suis pas à sa place. Mais il me semble il s'inscrit dans un courant qui est un courant de laïcisation au sens traditionnel du terme, et puis il y a quand même ce Front National dont je dirais dans mon 4e exemple quelque chose. Voilà un peu sur un premier exemple de ce qui s'est passé.
et qui, vous le voyez, est dans une grande continuité. Dans le cas de Macron, il y a ce qui est discontinu, c'est l'appareil politique en haut, c'est le fait qu'il est, au fond, alors ça peut, bien sûr, on explique tout après coup, mais c'est certain qu'un vide s'est créé au centre. Si je fais très rapidement, ça s'est produit en plusieurs étapes. Il y a une première étape, c'est le FN est à 28% au départemental et au régional. Et quand vous êtes à 28%, il reste 72%. Comme gauche et droite font à peu près la même chose dans ces deux élections, ça fait 36% pour chacune d'elles. À 36% contre 28%, vous ne pouvez pas avoir deux candidats. C'est impossible. Si les deux sont pas... Il faut qu'il y en ait un qui soit tout petit, genre Dupont-Aignan, puis d'accord, là vous passez. Mais sinon, vous êtes battu, et surtout vous êtes battu si l'autre camp a un seul candidat. Ce qu'a compris la droite en faisant des primaires, c'est pas tout d'un coup... là j'avance beaucoup. C'est pas tout d'un coup... là je suis beaucoup trop loin. C'est pas tout d'un coup une espèce de... Oui, bon. C'est pas tout d'un coup un goût, une sorte de pulsion, même pas démocratique, là, pour les histoires de primaires qui s'est produite, c'est que il fallait avoir un seul candidat. Alors, vous savez comment la gauche a brillamment réussi à n'avoir qu'un seul candidat, mais elle a aussi fait des primaires. Enfin, les socialistes et quelques autres ont fait une primaire. Le problème d'une primaire, c'est que on n'a plus de véritable adversaire, donc ça sélectionne le plus pur. Alors le plus pur de droite, c'était Hamon, c'était Fillon. Ils ont tous fini par on. Donc, et le plus pur de gauche, c'était Hamon. C'était Fillon. Il y avait un peu un pur Sarkozy avec ses tendances extrême droite, puis il y avait Juppé qui avait pris Bayrou avec ses tendances centre. Fillon, là, c'était vraiment la droite, j'en dirais pas plus comme on la connaît. Et Hamon, c'était aussi ça, la Valls qui lorgnait sur le centre, Montebourg qui passait plutôt pour assez à gauche, donc Hamon, c'était pas mal, il était bien assez à pureté, puis il y avait une idée avec ce revenu universel. Mais quand vous prenez deux purs à droite et à gauche, il y a un énorme espace au centre. Et dans cet espace, alors, il fallait être rapide. Et Macron, il est rapide. Parce que cet espace était bien sûr lorgné par Hollande, lorgné par Valls, lorgné par Bayrou. Mais Macron était à toute vitesse. Et Bayrou a bien compris qu'il avait qu'à changer. Et on a, au fond, en 2007, au présidence officielle, c'était un peu ça, en 2007. C'est-à-dire qu'en 2007... Sarkozy avait dérivé vers l'extrême droite, en prenant ses thèmes, et c'était le rapt du vote FN, et puis Ségolène Royal, moins, mais elle avait quand même dérivé vers sa gauche. Et il y avait un espace là aussi. Alors, c'était moins fort que maintenant, le discrédit des hommes politiques était moins fort, mais quand même, dans cet espace, il faut se souvenir que Bayrou avait fait 18,6% au premier tour. Donc il y avait bien un mécanisme de ce genre-là. Donc je veux bien que Macron ait tous les talents, mais il a surtout le talent de saisir les occasions. C'est avant tout cela, il a senti le truc, mais les circonstances s'y prêtaient tout à fait. Donc voilà un peu pour sortir des cartes un instant, mais et donc quelque part c'est ce qui s'est passé là-dedans. Vous avez au fond ce qui se passe au niveau, ce que j'ai dit au début, de la structure politique, qui a sa propre logique, même si elle finit par être délirante, et puis vous avez ce qui se passe à la base, où il reste des courants qui sont bien identifiables, et où je pense qu'il reste une opinion de gauche, une opinion de droite, et sans doute aussi une opinion centriste, et hélas, une opinion d'extrême droite. Non, ça c'était juste pour montrer, j'ai repris pour montrer que ça marche bien. Les deux cartes sont semblables, on met les scores des deux côtés, puis on fait un nuage de points, quand même, il y a 4000 points par derrière, autant que de cantons. Vous voyez que c'est très régulier, tout marche bien. Voilà, ça c'est pour faire un peu rapprocher les statistiques des arts graphiques. Alors, le second tour de l'élection présidentielle il est bien sûr utile pour désigner le président, mais c'est une première surprise que j'avais eue, c'était en regardant l'élection de Hollande. Regardez en haut, en bas c'est le deuxième tour de Hollande, en 2012. En haut, c'est tout bête, je prends le score de Hollande et le score de Sarkozy au premier tour. Et je regarde ce qu'est l'un par rapport à l'autre. Je fais comme si ça faisait 100%. Il ne faisait pas 100%, il faisait
55 à peu près, quoi, 28, oui c'est ça, 28 et 25, c'est 50. Donc je laisse de côté les 45% qui restent, et je dis, ben voilà, supposons qu'au premier tour, c'est Hollande contre Sarkozy. Ça donne la carte du haut. La carte du haut, regardez-le, elle est exactement la même que la carte du bas. Et pire, on peut dire, les chiffres sont les mêmes. Regardez, on va de 35% à 65%. Donc, autrement dit, et c'est d'où ma question, il n'y avait pas de, ça servait à rien de faire un second tour. Bon, alors, ceci dit, ça dit autre chose. Ça dit que tous ces grands discours qui disent les abstentionnistes vont voter pour moi, et puis tous ceux qui disent je donne mes voix à, je ne désiste pour, ou bien tous ces calculs que vont faire les électeurs du FN, que vont faire les électeurs de l'extrême gauche, tout ça se neutralise et tout ça donne, autrement dit, ceux qui n'avaient pas voté pour Sarkozy ou pour Hollande votent pour l'un ou pour l'autre exactement dans la même proportion que ce qui s'était passé au premier tour, là où ils avaient voté. Quand même, alors je me suis dit, c'est un hasard. Alors, est-ce que c'est un hasard? Alors d'abord, j'ai regardé, si vous savez, les cartes quand même, on peut avoir, j'ai regardé en mettant les départements. Voilà ce que ça donne pour les votes. Vous voyez, ça c'est la proportion du vote de Hollande au premier tour par rapport au Hollande plus Sarkozy. Puis au second tour, j'ai mis les 95 départements. Regardez. Et même les exceptions, bon, Paris et Hollande a un peu gagné par rapport à son score du premier tour dans les Hauts-de-Seine et puis à Paris, mais pour le reste, c'est très rare. Alors, les coefficients de corrélation, pour ceux qui font de la statistique, c'est du genre 0,99. Autrement dit, c'est des choses qu'on ne voit jamais. Mais vous l'avez là, et vous pouvez le faire. Les données sont sur data.gouv, donc on peut le vérifier, c'est comme ça. Alors, c'est quand même, on peut se dire, c'est particulier. Donc j'ai regardé ce qui s'est passé avec du temps de Ségolène Royal contre Sarkozy. C'est la même chose, regardez. Vous voyez, vous avez Royal contre Sarkozy à gauche, au premier tour et au second tour. Vous voyez que ça n'arrivait pas à faire vraiment la différence. Il y a des petites nuances, mais faut regarder de près, puis ces petites nuances tiennent au fait que bon, ben c'est pas toujours. Alors, vous remarquez, les chiffres sont les mêmes à nouveau. Alors il y a quand même une grande différence, c'est qu'elle a perdu, puis lui il a gagné là-bas de l'autre côté. Mais à part ça, le premier tour donne le second tour. Donc la question, alors on m'a dit, mais est-ce que c'était vrai en 2002 ? Ben, non, en 2002 il s'est passé autre chose. Là on pouvait pas faire ça en 2002. Mais est-ce que dans la dernière élection, ça s'est produit? Donc j'ai regardé pour la dernière élection, et regardez les suffrages de Macron au premier tour par rapport au suffrage de Le Pen, et les suffrages, la même chose au second tour. Au premier tour, c'est 45%, la somme des deux. Au second tour, c'est 100%. Regardez, vous pouvez chercher des différences. On aurait du mal à en trouver des vraiment caractéristiques, vraiment fortes. Regardez ça. C'est autrement dit, à nouveau, c'est quand même la troisième fois. Donc ça commence à mériter un petit peu d'y réfléchir. Alors j'ai regardé aussi, c'est un tout petit peu, vous allez voir, la droite est un peu moins droite. J'ai été obligé d'ajuster par une courbe, enfin c'est quand même pas mal. Vous retrouvez, vous voyez, 92, 75, ils sont quand même loin, les Parisiens. Alors je pense, bon mais là ça sera, ce qui est bien c'est des choses simples, mais là on peut le justifier la courbe, parce que plus vous approchez du plafond, plus ça devient dur d'avoir des gros scores, quoi. Donc il y a sans doute, vous voyez, on le sent, il y a une toute petite courbure, mais regardez le paquet, puis on voit qu'il y a des petites différences, le 93, puis en bas, vous voyez que le 62, le Pas-de-Calais, puis l'Aisne, c'est comme par hasard, vous l'avez vu, les deux seuls départements où il y avait eu, où le Front National est arrivé en tête. Donc on a... Donc voilà, c'est un peu je vous montre cela, mais c'est plus j'ai pas d'explication. Ou plutôt, mon explication serait la suivante, ou c'est une explication générale, pas au point de la coïncidence, mais de dire ce qui se passe, et j'avais observé ça déjà sur les cantonales, ce qui se passe avant le premier tour, c'est d'ordre, s'il y a tout un passé culturel, social, c'est des choses lourdes qui amènent le vote du second tour.
du premier tour. Et entre le premier tour et le second tour, ces choses lourdes ne changent pas. Donc ce qui se passe, c'est du mécanique, de ce genre-là, parce que quand on regarde, j'avais beaucoup regardé toutes les cantonales, comment les duels, les reports s'étaient faits en cas de duel, d'ailleurs c'est d'actualité actuellement, c'était des lois assez simples, de manière dont ça se produisait, parce que les choses les mentalités n'ont pas le temps de bouger en 15 jours, heureusement d'ailleurs. On va maintenant entrer dans un dernier truc qui est assez sérieux, c'est le vote Le Pen. Alors d'abord, je trouve, bien sûr, il y a la déferlante Macron, mais il y a aussi le 13% de Le Pen qui est quand même extrêmement intéressant, parce que... alors, ce que dit le Front National, il dit de toute façon, on fait toujours moins bien aux législatives qu'à la présidentielle. C'est vrai, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire, ils font à peu près entre 4 et 5% de moins bien d'habitude aux législatives. Là, ils sont tombés de 28,5 à 13, donc c'est 8,5% de moins, c'est plus. Alors, en même temps, quand on regarde, jour par jour, quand on regarde le rolling de l'IFOP, la première semaine de février, Marine Le Pen est montée à 27% des intentions de vote. Et ensuite, ça a baissé lentement. Tout le monde disait c'est terrible ce qui va arriver. Et en fait, elle baissait. Et elle a terminé 27 à 21,5%. Elle a perdu 5,5 points en moins de 2 mois, en 2 mois, un peu plus de 2 mois. Donc là, on a l'impression qu'au fond, elle a continué cette glissade. Elle a encore perdu sur le mois suivant, en tenant compte de l'écart présidentiel-législatif, 4 points. Donc peut-être même ça s'est un peu accéléré. Bon, on peut bien sûr aller dans l'anecdote avec le débat et tout, mais je crois qu'il y a quelque chose de plus. C'était bien sûr le débat a joué contre elle pour les 4 derniers jours de la présidentielle, mais la baisse entre 27 et 21,5, c'est pas rien et tout. Donc il s'est aussi produit quelque chose. Et je pense qu'on est peut-être, c'est mon côté optimiste, mais on est peut-être à un tournant, parce que ce qui se passe, l'extrême droite réussit mal en Europe actuellement. Aux élections anglaises, UKIP, le parti d'extrême droite, n'a aucun député, mais surtout ses voix sont divisées par 4 par rapport au moment du Brexit, à la Chambre qui avait voté le Brexit, enfin la Chambre, par rapport au vote du Brexit, la Chambre ne l'aurait pas voté. Les vrais Finlandais, qui est le parti d'extrême droite finlandais, sont crédités, je ne sais pas si l'élection a eu lieu, mais ils étaient crédités, la dernière fois que j'ai vu les chiffres, de moitié moins de voix que ce qu'ils avaient d'habitude. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe à ce niveau-là, et inversement, il semble qu'il y a au fond un peu d'espoir pour la gauche quand on voit ce qu'a fait Corbyn, quand on voit ce qu'avait fait Sanders aux États-Unis. Bon, c'est compliqué, mais enfin, il me semble que le climat change, et peut-être qu'il change. Alors pourquoi changerait-il ? Peut-être que c'est Trump qui est la cause de ça, parce qu'on s'aperçoit que quand on prend un leader populiste comme chef, il fait absolument n'importe quoi. Et en plus de ça, il s'entoure, contrairement à ce que le populisme raconte, il s'entoure de tout ce que Lehman Brothers et je sais pas quoi, de tout ce que la banque compte de plus gros capitalistes qui prend comme conseiller ou comme ministre. Donc je me demande si ça joue pas un petit peu. Peut-être ce qui joue aussi, c'est que, notamment pour l'Europe, c'est que le désengagement des Américains fait sentir à l'Europe qu'on a peut-être intérêt à se serrer et à faire bloc, parce qu'on aura peut-être moins ce fameux parapluie américain. Je ne sais pas, enfin, il me semble qu'il se passe quelque chose. Alors on va quand même regarder le vote Le Pen dans son côté plus classique. Alors, sur le vote Le Pen, bon, bien sûr, énormément de choses ont été dites, mais finalement, quelque chose a émergé qui était la thèse c'est le vote de la périphérie contre les métropoles. C'était le... Voilà. Hein. Alors, oui, c'est Guilly, ou Gulli. Bon, alors, vous voyez, c'est ça, à peu près. C'est pas compliqué, hein, n'importe qui peut faire une courbe comme ça. Celle-là n'est pas pour la dernière élection. C'est pratiquement la même depuis... C'est en 2007. Alors déjà, il faut dire, ça ne commence qu'en 2007. Jusqu'en 2007,
en fait, il n'y a pas de. Les campagnes ne votent pas plus le Front National que les grandes villes. Et avant même, les grandes villes ont tendance à voter un tout petit peu plus pour le Front National. On a oublié qu'à Paris, en 1984, première apparition du Front National forte, c'est le 8e arrondissement de Paris qui avait fait le plus gros score au Front National, et beaucoup plus qu'en banlieue. Donc, mais enfin, prenons cette explication. Simplement, quand on regarde maintenant cette explication sur un détail, elle apparaît encore plus vraie. Voilà les suffrages de Marine Le Pen en 2012 par commune dans la région Île-de-France. Vous voyez que plus on est... Alors au centre de Paris, elle est déjà très mauvaise, puis ensuite... elle est encore pas très bonne. Alors, elle n'est pas très bonne. La grande commune de la Seine-et-Marne, en fait, c'est la forêt de Fontainebleau. Hein. Et autour, il y a quand même... il y a des well-to-do, il y a des gens quand même qui ont de l'argent. Et puis, d'ailleurs, il vaudrait mieux dire, j'ai la carte aussi, mais je l'avais publié dans un petit livre avec Fourquet. C'est un peu la même carte en inverse pour les revenus. Hein. C'est pas non plus seulement centre-périphérie. Il y a vraiment... Mais en même temps, ça donne l'impression, le centre étant en noir, et puis plus on va... Si vous faites un cercle, effectivement, plus vous êtes loin, plus il y a du rouge, c'est-à-dire plus il y a du vote PED. Et c'est vrai que quand on fait des courbes, on voit que ça culmine à peu près à 50 km de Paris, à peu près la même chose d'ailleurs pour Lyon, et puis... un peu moins pour, bien sûr, des villes un peu plus petites, mais enfin, il y a cette structure, quand on fait le calcul en mettant tout ce qui est autour en même temps, hein, donc en ne distinguant pas des zones riches comme l'Ouest, des zones pauvres comme le Nord-Est. Alors, donc c'est cette thèse-là, la thèse de... Donc ça serait, alors du coup, centre contre périphérie, ça permet de dire, bon, c'est la ville qui profite de la campagne, les gens sont abandonnés, il n'y a plus de... il n'y a plus de moyens de transport véritables à part quelques TGV. Bon, enfin, vous connaissez toute la rhétorique. Il n'y a plus aussi de petits commerces, ça c'est juste. Mais enfin, bon, ça vient après coup, après ce constat. On trouve toujours des raisons quand on a fait un constat. On en oublie souvent une, c'est qu'une partie des gens qui sont là, ils sont venus de leur plein gré. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils n'ont pas chassé. Non, bien sûr. Non, mais Guilly pense qu'ils ont été chassés. C'est faux. Oui, c'est faux. Bon, mais là, on entre dans le détail. Mais non, la seule réponse qu'on puisse faire à Guilly, c'est si ils votent Front National une fois qu'ils ont quitté ces endroits où ils ne pouvaient plus vivre, comment se fait-il que quand ils étaient dans ces endroits-là, ils ne votent pas Front National? Voilà, là, il y a un truc qui est... Alors là, vous voyez, c'est en 2012 et 2017. Voilà alors là, à nouveau, la carte du Front National, elle est vraiment extraordinairement stable. Il y a des nuances à chaque fois, on peut voir. Là, quand on fait le rapport de l'une sur l'autre, on s'aperçoit d'une chose qui était a priori inquiétante, et qui était déjà vraie pour les régionales et pour les départementales, c'est que les scores du FN ont d'autant plus augmenté qu'il était déjà fort. Là, c'est vraiment net. Et maintenant, ce qui s'est produit, c'est que là où il était faible, ça a diminué. Vous savez que Paris, qui était déjà à 6,2%, est passé au-dessous de 5%. Et quelques grandes villes, Nantes par exemple aussi, ont vu une régression du vote FN, et les autres à peine de progression. Par contre, assez loin, et c'est vrai que dans les campagnes les plus éloignées, le vote a plutôt progressé. Mais quand vous regardez cette carte, vous avez une autre impression. C'est pas, dans cette carte vous dit bien sûr que les villes apparaissent comme des trous, donc on vote moins FN, mais il y a des trous qui ne sont pas des villes. Il y a tout le Massif central, il y a toute la Bretagne et le Grand Ouest. Là, c'est pas la périphérie, si vous voulez. Ou de quelle périphérie s'agit-il? À l'intérieur même, on retrouve d'ailleurs dans le Grand Ouest, on vote effectivement moins FN à Nantes qu'à 30 km de Nantes. Mais à 30 km de Nantes, on vote moins FN qu'à Lille, en plein centre. Donc il y a une autre composante, mais cette autre composante, elle est beaucoup plus dure à traiter. Autant centre-périphérie, les explications vous viennent tout de suite à l'esprit, autant pourquoi il y a des régions FN et pourquoi il y a d'autres qui ne sont pas FN. Alors, vous allez voir, je donnerai quelques éléments, mais la réponse... j'avais fait un livre qui s'appelle Le Pari du FN, où j'avais proposé une réponse. Alors, ne vous évanouissez pas, là... C'est une réponse anthropologique, et pas sociologique. C'est une réponse sur, au fond,
la qualité de l'intégration des personnes localement. Hein. Et donc historiquement, enfin je pourrais argumenter là-dessus. Mais là, pour l'instant, c'est juste de constater. Et donc la question, c'est lequel, au fond, qu'est-ce qui est le plus important dans le vote FN? Je vais essayer de traiter ça assez vite. Est-ce que c'est la différence ville-périphérie ou métropole-périphérie, ou est-ce que c'est la différence région qui vote peu FN, région qui vote beaucoup FN? C'est important. Si on comprend ça, c'est quand même essayer de hiérarchiser. Alors, d'abord, voilà ce que j'ai fait. J'ai regardé quel était le vote FN en ne gardant que les communes. Quand vous faites du lissage, vous pouvez garder que certaines communes. Alors, j'ai pris en haut, c'est les communes qui ont moins de 1000 habitants. Puis ensuite, les communes de 1000 à 5000, puis de 5000 à 20 000, puis de 20 000 à 100 000. Vous voyez que la carte du FN reste la même. C'est-à-dire les différences, quelle que soit l'échelle qu'on prend, la différence régionale est la même. Donc c'est quelque chose de solide. Hein. C'est pas, ça touche aussi bien les villages que les campagnes. Du coup, là je vais un peu vous ennuyer parce que c'est un petit peu plus méthodologique, si on peut dire. Mais comment comparer les deux? Les villes, c'est simple, il y a des tailles, donc on coupe en un certain nombre, on dit, voilà, on va prendre celle de 0 à 1000, puis les communes de 1000 à 2000, etc. Donc on fait des catégories. Pour l'espace, c'est plus compliqué, donc vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait comme à la Révolution française, quand ils avaient voulu construire les départements, j'ai divisé la carte en carrés. Hein. Et dans chaque carré, j'ai compté quel était le vote FN. Et donc, à ce moment-là, j'ai des carrés, et je peux, à ce moment-là, faire des comparaisons de qu'est-ce qui est le plus variable. Est-ce que c'est selon la taille des villes, ou est-ce que c'est selon les carrés? Les carrés deviennent comparables, ils deviennent comme des catégories. Et quand on fait ça, alors je vous passe, là, il y a une méthode, hein, je vous passe ça. Vous n'avez rien vu, mais il y a une méthode qui permet de dire quelle est la part de chacune des deux, au fond, de chacun des deux facteurs, le facteur taille de la ville et le facteur présence sur le territoire. Et quand on regarde la part de variance, de variabilité, hein, alors j'ai mis selon, vous voyez, une maille de car voyage, ce que je vous ai montré, c'est des mailles de 60 km, mais j'ai essayé de voir si c'était sensible. C'est pas du tout sensible quel que soit le maillage qu'on prend, sauf des très grands maillages ou des tout petits, on obtient la même chose. Donc c'est robuste, autrement dit. Et vous voyez que la part de variabilité, alors les BJ, c'est la taille des villes, et les AI, c'est les carrés. Et vous voyez que la variabilité est beaucoup plus grande selon les carrés que selon la taille des villes. Autrement dit, ça existe, cette histoire de la taille des villes, mais ça ne rend compte que d'une petite partie du phénomène. Il y a cette autre partie massive qui est ces différences régionales. Hein. Et puis quand on met les deux ensemble, on a presque tout à ce niveau-là. Il n'y a pas de ce qu'on appelle d'interaction. Alors, si on prend seulement ce qui touche au carré, on fait un lissage, vous voyez, bien sûr, on ne voit plus les villes, là, on a simplement les carrés, puis on les a un peu étalés, donc ça donne ça. Si on prend seulement les villes, voilà les différences liées aux villes, voilà ce qu'on devrait avoir. Oui, il n'y a plus de différences régionales, il n'y a plus que les différences liées aux villes, vous voyez, qui sont comme comme du gruyère, quoi, il y a des trous. Et puis, quand on met les deux, ça remarche. On a à la fois les villes et les régions, et vous voyez que là, on reconstitue bien, alors, pas parfaitement, bien sûr, mais bien. Et du coup, on peut regarder, c'est pour ça que je vous ennuie avec tout ça, on peut regarder ce qui se passe qu'est-ce qui ne marche pas dans ce modèle, à quels endroits cette idée que le vote FN, c'est à la fois une composante régionale et une composante taille de la ville. Là où ça ne marche pas, on compare, on regarde les résidus, on obtient cette carte bizarroïde, mais pas si bizarroïde que cela. On s'aperçoit que quand c'est plus gros, c'est que le vote FN est plus fort que ce qui devrait être, étant donné la situation géographique et la taille de la commune. Et vous voyez qu'il y a deux choses. D'abord, les zones où il est vraiment le plus fort, on voit que c'est sur les frontières des départements. Donc c'est pas si faux qu'il y a un effet de périphérie, mais c'est très particulier. En France, les frontières des départements sont des endroits où il y a de la dépopulation, où la population est beaucoup plus vieillie qu'ailleurs. C'est assez curieux. C'est curieux. Les départements les chefs-lieux de département notamment ont créé leur espace. Ils ont et notamment aussi quand il y a plusieurs frontières de départements, c'est au fond des zones qui sont pas très bien fixées dans l'espace et qui vont en général pas très bien en France. Regardez, vous pouvez voir, il n'y a pas tellement
Il y a quelques exceptions. Et puis il y a une autre chose, mais qu'on ne peut pas voir, ou très peu avec une carte comme ça. On s'aperçoit que c'est partout où il y a une mairie FN, le vote est un peu plus fort. Autrement dit, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qui s'était produit du temps de Le Pen père avec le Chevalier à Toulon et tout. Ça avait été une catastrophe. On a longtemps dit, voilà, il n'y a qu'à les laisser, laissons-les prendre le pouvoir et puis on va bien voir qu'ils ne sont pas capables de gérer. Ben, ils sont maintenant, ils savent en tirer parti. Ils sont là où ils sont installés, et d'ailleurs vous connaissez un certain nombre de récits à ce sujet, mais là où ils sont installés, ils arrondissent leur potentiel électoral, ils ont des écoles de formation, etc. Comme ils n'ont pas beaucoup de mairies, ça leur permet de concentrer des efforts sur ces mairies, et donc ils le font, et je pense qu'ils ont, je connais pas je les connais pas de l'intérieur, mais je pense qu'ils ont mûrement pensé à cela. Donc vous voyez qu'on voit apparaître quelque chose de plus, et on voit aussi comment on commence à avoir des strates successives qui forment ce vote du Front National. Alors, allons du côté des causes. Alors ça, c'est une chose, peut-être vous l'avez déjà vu, parce que maintenant je l'ai publié plusieurs fois, mais enfin ça vaut le coup de le rappeler. J'y avais pas pensé immédiatement, mais en faisant des cartes, je me suis aperçu que ça sautait presque aux yeux. J'ai regardé un certain nombre de... Alors je vais vous les mettre en bloc. J'ai regardé un certain nombre au fond, de problèmes de la société française qu'on pouvait mesurer. Alors, en haut à gauche, tout en haut, j'ai regardé l'inégalité localement, c'est-à-dire quel est le rapport de la fraction des gens les plus riches à la fraction des gens les plus pauvres. C'est très varié en France, et le calcul est local. Alors, il n'est pas sur les plus petites communes, mais il est sur des communes à partir d'une certaine taille, c'est donné par le ministère des Finances. Et vous voyez la carte du haut, le rapport est très varié. Alors c'est le rapport très exactement du moment où on entre dans les 20% plus riches, du revenu à partir duquel on entre dans les 20% plus riches, par rapport au revenu quand on tombe dans les 20% les plus pauvres. C'est ce que Piketty utilise dans son livre, c'est vraiment une façon de mesurer très fréquente. Et vous voyez qu'il y a des régions, regardez dans l'ouest, mais aussi dans une partie du sud-ouest, où le rapport n'est pas grand, il est de 2. Et puis il y a des régions où il est de 3,5, c'est presque le double. Donc là, il y a des régions beaucoup plus inégales que d'autres. Maintenant, la suivante, eh bien, mais c'est un peu lié à la précédente, c'est ce que... Alors, j'avais aussi des cartes de la pauvreté qui sont analogues, mais j'ai mis à partir de quel revenu on tombe, de revenu annuel, il est listé en euros, on tombe dans les 10% les plus pauvres. Quelle est la frontière à laquelle on entre dans les 10%? Ben, si vous êtes vous voyez que si vous êtes dans le Languedoc ou dans le nord de la France, au fond, vous entrez dans les 10% les plus pauvres, à peu près, vous avez 4 à 500 euros par mois. Si vous êtes à l'ouest, vous avez 1000 euros par mois. C'est pas la même pauvreté du tout. C'est donc, et à nouveau, vous voyez qu'il y a un très grand contraste. La suivante, ça doit être le taux de chômage. C'est une carte que vous connaissez, hélas. Mais vous voyez que là aussi, il y a des très grosses différences. On est à 6,5% à Cholet, on est à plus de 15% au nord de Montpellier, ou bien dans le nord de l'Aisne. Ensuite, je vous ai mis les pourcentages des personnes de 25 à 34 ans qui n'ont aucun diplôme. J'ai pris 25 ans parce que j'ai laissé le temps d'avoir un diplôme. Ça prend quelquefois un petit peu de temps. J'ai même des thésards qui ont 45 ans. Mais... et vous voyez qu'à nouveau, on a des très grosses différences. Dans le bleu foncé, c'est 6,5% des jeunes. Dans le brun foncé, c'est 16,5%. C'est pas non plus la même jeunesse. Puis la fin, c'est la dernière, c'est la proportion de familles monoparentales. Alors, il y a deux choses. Vous remarquez que toutes ces cartes se ressemblent. C'est quand même le point qui saute assez aux yeux. En même temps, c'est logique. Les difficultés s'enchaînent les unes les autres. Si vous n'avez pas de diplôme, très souvent vous risquez beaucoup, disons, vous risquez beaucoup plus le chômage. Si vous ôtez, actuellement dans le chômage en France, si vous ôtez le chômage des personnes sans diplôme, le chômage est nettement plus faible. Il y a vraiment un surchômage des sans diplôme. Même une fois que vous êtes au chômage, le risque de rupture familiale est plus grand. On sait que le risque de divorce ou bien de rupture simple
familles, donc vous avez plus de familles monoparentales. La pauvreté aussi, si vous avez plus de chômeurs, vous avez plus de pauvres, et ainsi de suite. Donc il y a, au fond, c'est un système, et là, c'est le système ces 5 éléments et d'autres. Moi, ces 5 éléments, je peux les mesurer, mais donc l'idée, c'est d'essayer de trouver un résumé des 5, et on peut, il y a des techniques qui permettent de résumer un ensemble de cartes ou un ensemble de données qui se ressemblent. Et c'est ce que j'ai fait, ça s'appelle une composante principale, et ça donne ça. Donc vous voyez bien qu'on a quelque chose qui ressemble aux 5. Il y a pas complètement, mais bien sûr, parce que les 5 ne sont pas absolument pareils. Et regardez, je mets la carte du FN à côté. C'est pas exactement la même chose, mais regardez bien, c'est les mêmes zones. Vous avez les trois zones FN, le nord-est de la grande barre de nord-est de la France, la zone méditerranéenne et la vallée moyenne de la Garonne. Alors là, elle est plus grosse sur ma carte que dans le vote FN, mais c'est les 3 constantes du vote FN. Donc du coup, on est tenté de dire, bon, tout ça s'explique, le vote FN, c'est le vote des... Alors, c'est le vote des pauvres, c'est le vote... Non, déjà, il y a un beau travail d'enquête de chercheuse de Sciences Po, Cécile Braconnier et Nona Maillère, qui montre que ce n'est pas les plus pauvres qui votent FN, ils s'abstiennent la plupart du temps. Donc, c'est plutôt les régions où il y a des pauvres, ce qui est un peu différent, c'est le climat général, c'est les régions où... on craint plus de basculer dans un des états qui étaient décrits par les différentes cartes. Donc, on serait amené à dire, voilà, ça y est, on tient une explication du Front National. Mais d'un seul coup, vous voyez qu'il y a un problème avec cette explication. C'est que ça ne marche pas pour les villes. Oui. Il y a autre chose. Donc là, alors, qu'est-ce qui se passe dans les villes? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est moins pauvre, etc. dans les villes? C'est pas exactement le cas. Et ça va être ma dernière image. Je vous ai mis, vous voyez d'abord la courbe du FN, selon la taille des... Alors c'est 2012, j'ai pas encore fait, j'ai pas mis à jour pour 2017 tous les autres indicateurs, mais je l'avais fait pour 2012. Et ça d'après ce que j'ai, c'est des choses qui ne changent pas rapidement. Et vous voyez donc, on a bien, appelons ça l'effet Gini, l'effet de baisse, plus la ville est importante. Et j'ai mis à peu près les paramètres que vous avez vus. Vous voyez, le pourcent de familles monoparentales, il augmente avec le taux de pauvreté augmente. La pauvreté est plus grande en ville qu'ailleurs. Vous voyez que même le chômage des jeunes augmente, pas beaucoup, mais il augmente. Il est plus faible dans la campagne. Et puis vous voyez que les jeunes sans diplôme sont plus nombreux, pas dans les grandes villes, mais ils sont quand même moins nombreux. Quand on est à la campagne, c'est la meilleure situation, d'une certaine manière. Donc selon l'optique que vous prenez, l'explication s'inverse. Là, vous êtes obligé de dire, on vote d'autant plus FN qu'il y a moins de chômage, qu'on est moins pauvre, qu'il y a moins de familles monoparentales et qu'il y a moins de jeunes sans diplôme. Donc, ça vous montre la complexité de cette situation et qu'on ne peut pas en rendre compte par un facteur simple, que ce soit la taille de la ville, que ce soit la pauvreté économique. Il y a quelque chose de plus profond dans ce vote FN. Ça exprime une crise, ou du moins une crise dans le sens qu'il est possible, de la manière dont ça l'exprime, que ça soit une crise qui n'est pas définitive, et je l'espère, qui est plutôt du passager qui dure un peu longtemps, mais pas éternel. Voilà un peu, je vous laisse me poser des questions, il nous reste un peu de temps. Jean-Claude Enrard. Il y a 2 facteurs qui n'ont pas été mentionnés, qui sont classiques. 2 facteurs. Oui, 2 facteurs. Parle fort. Premièrement, les rapatriés d'Algérie, on en parle beaucoup. Est-ce que ça joue ou pas? Je pose la question parce ça ne marche pas parce que les rapatriés d'Algérie, ils sont sud-ouest et sud-est. C'est largement dans la presse. Oui, vous savez, la presse. Non, mais je ne dis pas que c'est... Non, mais bon. Et deuxièmement, il y a la désindustrialisation nord-est. Mais sur la Méditerranée. Non, mais il y a 2 facteurs peut-être, qui sont culturels, disons, ou historiques.
Ouais, mais c'est rien, hein. Je dis ça parce que je suis inondé comme tout le monde de ce que dit la presse. Si vous voulez, le problème, c'est qu'ils votent FN, c'est le même bulletin. Oui, d'accord, mais il peut y avoir Marseille, deux raisons différentes, parce que la composition historique, disons, du sud-ouest et du sud-est, culturellement, c'est pas la même chose que le nord-est, et le nord-est est quand même très désindustrialisé, ce qui explique d'ailleurs la pauvreté, etc., quoi, pour le nord-est. Oui. Non, je ne sais pas si ça joue ou mais- pas. Hein, je sais Non, pas. ce serait peut-être une autre question. Oui, non, mais peut-être, je vais peut-être montrer une autre Un chose. électorat de gauche ouvrier qui serait passé au FN, ce qui n'est pas forcément, Oui, prouvé on a non appris plus. que c'était pas ça. Hein. Oui, il y en a une partie, c'est toujours la même chose. Et quand c'est pas ça, il y a quand même, je dirais, dans un premier temps, l'électorat, notamment l'électorat communiste, s'est tenu dans un premier temps. Mais il s'est pas tenu d'ailleurs dans le sud, il s'est tenu dans le nord, dans le sillon houillé. Et puis progressivement, il a lâché le pied. Et là, il y a quand même là un remplacement au fond, le FN a pris la place. Alors est-ce que c'est les mêmes personnes? Très difficile à savoir. C'est pas les mêmes mais générations, de toute façon. oui, c'est difficile je pense que c'est pas exactement les mêmes. Mais donc vous voyez, le problème est d'essayer de. Il y a, au fond aussi, c'est ce que j'ai montré, il y a énormément de causes qui sont en dessous, mais en même temps, il y a un seul vote FN, donc ça tient. Donc il y a quand même je pense, des points communs. Il y a quelque part. Dans toute la France, il y a des personnes qui ressentent quelque chose de la même manière, mais ça peut être pour des causes différentes, mais elles le ressentent de la même manière. C'est ça qu'il faut. Des immigrés. Ah, c'est une question que j'attendais d'ailleurs, vous allez la voir. Voilà, je vais vous montrer. Bon. Là, une carte, vous voyez le vote du FN, vous la connaissez. Et je vais vous voyez une grande région parisienne, hein, l'Île-de-France, puis autour, et je vais vous mettre la carte des immigrés. Hein, ça marche pas. C'est exactement l'inverse. Regardez bien, par commune. Vous voyez, plus vous allez vers le centre, plus vous avez d'immigrés, puis aussi dans les premières couronnes, à Seine-Saint-Denis. Et regardez, le vote. Ah non, c'est autre chose encore. Le vote. Voilà le vote FN. Est-ce que donc, vous avez ce genre d'informations sur les régions périphériques, c'est-à-dire Alsace, Moselle, ou bien même chose. Autour du bassin. Alsace, c'est caricatural, l'Alsace. L'Alsace est caricatural. C'est caricatural depuis des années. Le Midi, Montpellier-Rhin, tout le golfe du Lion, etc. Est-ce que vous avez l'impact de l'immigration sur les votes FN? Localement, il y a partout en France, il y a. Mais même, il y a une très bonne étude, par exemple, sur Perpignan. C'est dans les quartiers de Perpignan où il y a le moins d'immigrés qu'on vote le plus FN. C'est dans la banlieue pavillonnaire autour de. Mais dans le centre de Perpignan, on vote moins. On vote quand même assez fortement, mais moins. Donc c'est très général. Et vous avez raison sur l'Alsace. Alsace, c'est caricatural. Il y a des zones de village où ils n'ont jamais vu un immigré, où ils votent FN à la majorité. C'est fou. J'en connais des villages comme ça et des gens. Autrement dit, au début, si vous voulez, je pense, au tout début, il y avait une certaine corrélation en 84 entre le vote FN et les présences d'immigrés pas très loin. Mais cette corrélation, j'avais donné dans un livre, c'est un autre livre avec Todd, on avait donné la corrélation au fur et à mesure des votes Le Pen avec la proportion d'immigrés d'origine non européenne. Et la corrélation a baissé continuellement. Et elle est maintenant nulle. Elle est nulle au niveau des départements, donc c'est à grande échelle. Vous voyez, prenez par exemple le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'est le 3e département français qui a le moins d'immigrés en proportion. Ça ne les empêche pas de voter FN. Donc, alors vous me direz, et c'est là qu'on entre plus loin, oui, mais c'est des descendants d'immigrés. Ça peut jouer. Je ne suis pas contre l'idée. C'est-à-dire que Notamment polonais. oui, c'est-à-dire que vous savez, c'est l'argument, le dernier qui entre ferme la porte. Voilà. Vous connaissez cette formule. Donc, vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, concrètement, c'est plus ça. D'ailleurs, c'est plus les mêmes immigrés. C'est ça aussi qu'on ne voit pas vraiment. Mais maintenant, dans l'année dernière, dans les à peu près 250 000 titres de séjour qui ont été distribués en France à des étrangers, 65% de ces étrangers avaient le bac ou un diplôme universitaire. Donc les 2/3. Dans les années 70, les immigrés qui arrivaient, il y avait les 2/3 qui n'avaient même pas le certificat d'études. On était allé les chercher au sud de l'Algérie, au sud
du Maroc, c'est plus les mêmes immigrés, si vous voulez, qui sont maintenant qui sont arrivés, qui s'installent. Alors, on confond d'ailleurs souvent, au fond, quand on dit les immigrés, c'est les descendants de cette première vague, c'est la seconde génération, mais c'est des Français, la seconde génération des Français dont on ne s'est pas forcément très bien occupé, parce qu'ils venaient de milieux. S'ils avaient été français au moment de leur arrivée, on aurait dit qu'ils viennent de milieux défavorisés. C'était des gens qui venaient de familles nombreuses, rurales, et qui n'avaient pas fait d'études. C'est ça qu'on a quelque part, je dirais, on a fabriqué une partie de ce que certains estiment être notre malheur. On a fabriqué un problème social avec l'immigration des années 70. Mais ce problème social n'est plus vrai du tout avec l'immigration actuelle. L'immigration actuelle, c'est une immigration il reste des non-diplômés, il en reste quand même un tiers qui sont souvent très peu diplômés parce qu'il y a certains métiers, notamment des métiers à risque, qui utilisent ce genre d'immigrés. Mais la plupart maintenant, les 2 tiers, sont des diplômés et viennent de milieux urbains. Ils n'ont pas de famille ou pas de famille nombreuse. C'est fini. De toute façon, au Maghreb, la fécondité est de 2,5 enfants. Hein, c'est fini. Alors, il y avait Michel, Madame et puis Monsieur là-bas. Alors, vu les contraintes de temps, je vais être caricatural. Alors, premièrement, j'apprécie beaucoup le travail que vous avez fait parce que c'est détaillé, je pense qu'il faut être lucide. Mais d'un autre côté, ça me gêne beaucoup. Parce qu'il y a eu toute une vague, mais par exemple, j'ai eu des débats avec d'autres cercles Condorcet, on dit « Ah ben oui, mais Le Pen c'est embêtant, mais en fonction des inscrits, c'est moins, etc. » Donc, moi, je pense que le vote de Marine Le Pen, actuellement, il y a eu une vraie poussée et il a un niveau qui est vraiment dramatique pour notre pays. Je caricature, hein. Il y a beaucoup de gens, notamment à gauche, qui cherchent à trouver faux fuyants. Et puis, elle était à 28%, elle est tombée à 21%. Et puis, finalement, c'est Macron. Et puis, finalement, ceci, cela. Donc là, je crois qu'il y a un vrai sujet pour moi. Le deuxième sujet, c'est que il ne faut pas caricaturer trop ce qu'a dit Christophe Guilluy, parce que sa pensée est un peu plus riche que juste les villes et les périphéries. On a des avis divergents. Bon, d'accord, peut-être. Mais enfin, moi, ce que j'en ai tiré, parce que j'ai essayé de faire quelques analyses, et ce qu'on voit, c'est que effectivement, vous avez raison sur l'immigration ou les banlieues. Les banlieues, ça n'existe plus. Avant, les banlieues, ça votait fortement Front National. Maintenant, ça vote de moins en moins Front National. Ça vote plus, mais bon, quand ça vote. Mais la Seine-Saint-Denis n'a jamais beaucoup voté, de toute façon. Mais bon, de toute façon, les banlieues, de 2 choses l'une. Soit on est la banlieue d'une métropole riche et qui réussit, soit on est la banlieue d'une métropole qui ne marche pas. Et moi, la césure, je la fais beaucoup plus entre Paris et Lyon, d'un côté, et puis Nîmes, et puis d'autres qui, elles, ont des taux, même si le taux de vote Front National à Nîmes est inférieur à ce qu'il est dans le reste du département, on a quand même 20 ou 22% sur Nîmes, alors qu'à Paris, on est en dessous de 5. Donc c'est beaucoup plus sur là où il y a du succès, là où il y a de l'espoir, je dirais, puisque la Seine-Saint-Denis a très peu voté FN maintenant. Hein, elle a voté 12%, je crois, des FN. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on est dans une autre logique qui est tout à fait différente. Je ne sais pas si vous aviez vu le documentaire de Doug Chambers sur Arte qui était passé, là c'est un journaliste qui a fait des études, montrant comment effectivement il y avait des périphéries, enfin des banlieues qui arrivaient à s'enrichir, etc., comment les métropoles s'enrichissaient. Et donc là-dessus, il y a un certain nombre de choses. Troisième question que je vous poserai, c'est qu'il y a quand même cette grosse fracture. Alors, on peut la cartographier et puis trouver des bonnes raisons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que moi, ce qui me gêne aussi dans la statistique, lorsqu'on prend les aires urbaines, puisque c'est la définition de l'INSEE, alors on est en train de faire des espèces d'énormes trucs. Par exemple, c'est par commune. Là. Oui, non, je sais, mais quand on fait la statistique de l'INSEE de prendre des aires urbaines pour Paris, c'est l'Île-de-France. Donc, ça veut dire qu'on a 80 ou 85% de la population et on laisse de côté les 5 ou 10% ou 15 ou 20% de la population, plus dans d'autres endroits aussi, et on arrive à des choses qu'on a faussement homogénéisées, et puis surtout, bon, on se dit, bah, tant pis, il y a 20%, c'est un peu comme à la guerre, hein, on a droit à tant de pertes, et ben on a 20% de gens qui sont dans du rural ou dans des zones sinistrées du pays minier du Pas-de-Calais, on en fait, tant pis, on les oublie.
Et ça me gêne plus. Alors c'est plutôt, qu'est-ce que vous proposeriez comme mesure, si vous étiez à la place de Monsieur Philippe, qu'est-ce que vous proposeriez comme mesure pour dire comment on peut essayer de résoudre ce problème des fractures géographiques en France? Alors, je suis d'un avis totalement opposé à vous. La politique, c'est des rapports de force, c'est des rapports de pourcentage, c'est absolument pas des rapports de nombre. On nous bassine avec les 10 c'est le vocabulaire de Le Pen, les 10 millions de personnes qui ont voté pour moi, ou 11, je sais pas, au second tour. Mais c'est le second tour. D'abord, il n'y a pas des tas de gens, c'est pas des électeurs FN du premier tour. Il y a des gens, bon, il y a une partie de la droite qui s'est mal comportée, mais ça veut strictement rien dire. Le problème, c'est qu'elle fait 34 par rapport à 66 à Macron. La politique, la démocratie, c'est un rapport de force. C'est donc qu'il y ait des grands nombres ou des petits nombres. Bien sûr, 34%, c'est pas rien, 20%, c'est pas rien, mais il faut toujours, enfin pour moi, il faut toujours juger par pourcentage. C'est pas, c'est comme ça que la politique se construit. Elle ne se construit pas sur les nombres. Alors sur les villes, ben, ce que j'ai cherché à vous montrer, c'est que bon, il y a un résumé quand vous prenez la carte FN là sur la gauche. Oui, vous avez, les villes se portent mieux que leurs régions, et si c'est dans des régions qui se portent mal, elles se portent moins bien. Vous avez Nîmes, effectivement, mais regardez Montpellier, ben, même Montpellier ne se porte pas très très bien par rapport à d'autres villes, mais c'est des régions qui aussi vont mal, donc cette composante-là joue, c'est pas... alors, je crois qu'à chaque fois, ce que je cherche, l'avantage de la carte, c'est, vous voulez, ou des statistiques globales, c'est quand même de permettre de généraliser, c'est de ne pas prendre un cas particulier, parce que quand vous avez 36 500 communes, vous pouvez toujours trouver une série d'exemples qui vont marcher avec votre théorie. Le problème, c'est le problème au fond, de faire une remarque ou une proposition qui soit générale. Alors, quant à faire des propositions, c'est pas mon métier, si vous voulez. Il y a un métier qui est le métier de politique, c'est à eux de nous proposer des choses. Moi, la seule chose que je puisse dire, c'est si vous me proposez ceci, ça risque de ne pas marcher. C'est pas pour telle et pour telle et pour telle raison. Il y a un très beau texte de Max Weber, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle « Le savant et le politique ». Et dans Le savant et le politique, il définit très bien la distinction entre les deux métiers. Moi, je suis peut-être pas un savant, mais je suis du côté des savants, c'est-à-dire je cherche à comprendre comment les choses s'articulent entre elles. Mais je ne cherche pas à décider comment les choses doivent être. Je ne suis pas normatif, et je suis d'ailleurs très peu capable de vous dire ce qu'il faut faire. En revanche, si vous me proposez un ensemble de solutions, à ce moment-là, je vous dirais, celle-là risque de ne pas marcher. Ou comme dit Weber, je pourrais dire, si vous avez tel et tel principe, vous aboutirez à telle et telle conclusion. Ça, je peux vous le dire, c'est un peu mon métier. Mais dire ce qu'il faut faire, c'est vraiment le métier des politiques. Et là, votre remarque, c'est ce que j'ai vécu avec les politiques depuis très longtemps. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps encore, Hérault était Premier ministre. Alors il invite 3-4 personnes comme moi, comme Welz, comme Davzy, à discuter sur le territoire, justement. Il était un peu en retard, il arrive, il était très civil, Hérault et tout. Puis il se tourne, il se trouve que j'étais en face de lui dans ce dîner, c'était peut-être le plus âgé des trois. Il se dit, alors il me dit, voilà, les problèmes du territoire et tout, puis il me dit, dites-nous ce qu'il faut faire. Alors là, j'ai éclaté de rire. Il a quand même compris, c'est-à-dire que c'était une inversion des rôles. Moi, je pouvais essayer de lui dire, bon, voilà la situation, voilà, si vous me dites ça, voilà. Mais c'était à lui de me dire ce qu'il fallait faire. C'est absolument pas à moi, c'est lui l'homme politique. Donc, bon, moi, je peux l'aider. Et d'ailleurs, je trouve que le dialogue avec l'arrivée de Hollande, d'ailleurs, ça s'est produit, le dialogue entre, justement, pas forcément les intellectuels, c'est un mélange qui n'est pas toujours excellent, mais disons, des personnes, les savants est un bon terme, et des politiques a été assez largement rompu. Or, il y a les deux, mais sachant que chacun doit être dans son rôle, bien sûr, qu'ils vont parler. Bien sûr que moi, je pourrais critiquer ou essayer de dire c'est bien telle ou telle mesure, mais c'est aux politiques de me le dire, c'est pas à moi de lui dire, de lui souffler une mesure, ou alors dans ce cas-là, moi je veux bien prendre sa place, si vous voulez, si c'est ça la solution. Deux petites questions, puis j'irai bien. Donc c'est vous, je ne connais pas votre nom. Marilyn. Ok. J'ai une question, je ne sais pas si on s'éloigne du sujet, mais est-ce que vous avez
analyser ou cartographier le vote de la France insoumise? Oui, je peux vous dire, oui, bien sûr. Bon, je ne pouvais pas tout traiter, mais souci, je vais vous dire une chose très simple, d'ailleurs ça s'est vérifié, c'est le vote de la France insoumise, c'est le vote à des nuances près, c'est le même vote que Hamon, géographiquement, et c'est le même vote que Hollande, c'est l'autre moitié de Hollande, si vous voulez. Et ça n'a rien à voir avec, par exemple, l'ancien vote trotskiste en 2002, il y a eu plus de 10% de vote pour les 3 candidats trotskistes, c'est pas du tout la même géographie. Ça n'a pas non plus grand-chose, ça a un peu à voir avec l'ancienne géographie communiste, mais cette ancienne géographie a été absorbée aussi par Hollande, par toute la gauche. Et d'ailleurs, ça explique que, si vous voulez, au fond, la fluidité était si grande entre le vote Hamon et le vote Mélenchon. C'était les mêmes endroits, c'était les mêmes origines. Bien sûr, c'est quand même... Vous êtes pas... Et d'ailleurs, la somme Hamon plus... J'avais un graphique où on voit que la somme Hamon plus Mélenchon n'a pratiquement pas bougé du 1er février au 23 avril. Ils étaient à 25,5% au 1er février. Il y a eu une toute petite baisse, il y a eu un moment curieux où il y a eu les affaires de famille, c'était quand il y a eu un court moment, l'affaire, je crois, du mariage de la fille de Fillon, il y a eu une petite baisse, et il y a eu une montée à ce moment-là de Dupont-Aignan de 3 points. Donc là, il y a eu un petit moment de trouble pendant une semaine, et puis ensuite, on est reparti sur du 25,5-26%, et ça a terminé. Alors que Hamon au départ était à 17 points et Mélenchon à 9,5, ça a terminé à 6,5 et 19,5. Donc il y a eu vraiment les deux. Un vase communicant. C'est des vases communicants, et c'était les mêmes électorats. Géographiquement, c'est vraiment frappant. C'est l'électorat blanc. Voilà. Et on peut retrouver vos cartes là Elles ne sont pas là, mais je publierai un petit livre avec Fourquet en début juillet où il y aura les cartes et puis les cartes des primaires aussi. Voilà. Bruno Deprel. Oui, il y a une similitude entre deux cartes que j'ai cru noter, que vous n'avez pas souligné, donc je voulais avoir votre sentiment là-dessus. C'est la carte Hollande-Sarkozy ou Royal de Sarkozy et la carte Macron-Le Pen. Donc, je vais vous interroger sur ce point. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'un et l'autre, Macron comme Le Pen, prétendent subvertir le clivage droite-gauche. Il semblerait que Macron ait quand même repris une grande partie de l'électorat de gauche, plutôt, et Le Pen une partie de l'électorat de droite. Est-ce que ça conforterait éventuellement l'hypothèse de la translation, c'est-à-dire l'idée que, en gros, les anciens communistes, catégorie populaire, soit ne votent plus, soit sont passés aux socialistes et à la France insoumise, qu'une partie des socialistes sont allés au centre, disons, chez Macron, et que le mouvement se poursuivant jusqu'à une partie de la droite votant pour l'extrême droite. Est-ce que cette hypothèse de la translation vous paraît admissible? Dans ce que je vous ai montré, c'est presque la translation. Enfin, ça dépend où on met Macron, hein, mais c'est presque la translation inverse. Au fond, ce que je vous ai montré dans le passage de Mitterrand à Hollande, c'est le vote qui était le vote, disons, des régions catholiques, qui était plutôt un vote de droite, a évolué vers un vote socialiste. La Bretagne en est d'ailleurs le meilleur exemple. Et donc, il y a une parenté entre les cartes que vous avez vues là, qui est effectivement, parce que c'est le même mouvement, c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est que simplement avec Macron, ce mouvement s'est poursuivi, c'est-à-dire il y a eu un nouvel apport de la part, avec Bayrou, de la part du vote centriste, démocrate chrétien, enfin anciennement démocrate chrétien. Mais juste pour dire une chose, si vous vouliez, mais ça m'aurait emmené beaucoup plus loin, mais si on veut avoir deux autres votes, non pas qui se ressemblent, mais qui sont très différents. Là, vous avez un vote qui est très différent. Au fond, l'inverse, qu'est-ce que ça veut dire le passage du premier au second tour? Ça veut dire que dès le premier tour, le vote Macron est l'inverse du vote Le Pen. C'est ça que ça veut dire. Et du coup, je me suis rendu compte que si on prend le vote Fillon, il n'est pas loin, c'est moins clair, mais il n'est pas loin d'être l'inverse du vote Mélenchon. Et ça donne une idée qui est assez intéressante. C'est-à-dire que au fond, vous avez deux oppositions, sans doute, en France. Vous avez une opposition traditionnelle, c'est Mélenchon-Fillon. C'est les capitalistes contre les prolétaires, les riches contre les pauvres, les patrons contre les ouvriers, etc. C'est le vote classiste. Et donc, il y a d'un côté Fillon et de l'autre côté Mélenchon. Et puis, vous avez une autre opposition qui est Le Pen-Macron. Et cette opposition, vous l'avez vu,
c'est ouvert-fermé. C'est nationaliste, ouverture, globalisation, tout ça. Et je crois que si j'avais à faire un résumé de la dernière élection, c'est que pour la première fois dans l'histoire de France, l'opposition ouvert-fermé l'a emporté sur l'opposition classiste. Je crois que c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est que les deux arrivés en tête, c'est les deux qui s'opposaient en termes de ouvert-fermé, et les deux arrivés en dessous, c'est ceux qui s'opposaient classiquement, presque au fond droite-gauche d'une certaine manière. Et je crois que c'est sur ce point-là qu'on peut réfléchir, et notamment, on voit bien qu'il y a une espèce de moment charnière qui est cette discussion sur l'euro au moment du débat entre Marine Le Pen et puis Macron, et qui est ce moment de tension où justement cette opposition dit vraiment son nom. Elle est l'opposition de cette ouverture contre fermeture. Il faut bien le dire, je n'ai pas forcément de la sympathie pour Macron et ce qu'il fait actuellement, mais il faut quand même bien dire qu'il a été le candidat qui a défendu le plus l'ouverture européenne, en mettant les autres, ils ont dit oui, on est pour l'Europe, mais une Europe comme ci, c'est-à-dire une Europe qui était différente de ce qu'elle était. Donc ça revenait à peu près à dire on n'est pas pour l'Europe. Donc, si je pouvais ajouter 2 mots, oui. Je dirais que l'une était pessimiste et l'autre optimiste. Oui, ça recoupe, mais ça recoupe bien. Il y a des travaux de Daniel Cohen actuellement, assez fins, qui montrent que ça correspond bien à la coupure optimiste-pessimiste. Il faut mesurer optimisme et pessimisme. Enfin bon, oui. Ça nous emmène loin, hélas. Je suis vraiment désolé. Une question, oui, mais la question pendant que... Oui. L'abstention. Non, alors là, l'abstention, c'est la bouteille à l'encre. Si vous voulez, là, je peux vous dire, j'ai jamais rien tiré d'intéressant de l'abstention. C'est avant moi, il y a un recteur de Sciences Po, Alain Lancelot, a fait sa thèse et a publié un livre sur l'abstention. Il conclut, il n'y a pas grand-chose à en tirer. On peut pas. Donc, l'abstention, c'est plutôt, si vous voulez, l'argument de ceux qui ont perdu. C'est d'idée, les abstentionnistes vont maintenant se mobiliser et voter pour moi, mais on n'a jamais pu tirer. La seule élection où j'ai tiré quelque chose de l'abstention, mais parce qu'il y avait des prises de position des partis, c'est le référendum Rocard sur la Nouvelle-Calédonie. Là, il y a une grosse abstention qui avait un sens avec une carte précise. Mais sinon, je ne connais pas d'études qui vraiment donnent une structure, alors que sur ce que je vous ai montré, on a des études, vous voyez, il y a des régularités très fortes, on peut combiner des trucs comme les régions catholiques avec le reste, des choses comme ça. Mais sur l'abstention, il n'y a pas... On pourrait en discuter une autre fois, mais il y a... On l'a. Il y a un livre de... de Hans Keshman qui analyse cette question de ceux qui se mettent en dehors, exit. Mais je ne pensais pas les intérêts et les passions, non? Non, c'est l'autre. Non, c'est pas les intérêts et les passions, c'est Exit and Loyalty. C'est ce qui est très intéressant. Ah oui, parce que c'est un très bon auteur. Hein. Je vous enverrai les coordonnées. Désolé, vous abandonnez. Si vous voulez, on peut continuer quand même un tout petit peu. Si vous avez envie, on peut continuer à discuter. Sinon, c'est comme vous voulez. Il y a quelques personnes qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de s'exprimer. Même si Hervé Lebras n'est plus là, on peut peut-être débattre entre nous, si vous le voulez, encore un quart d'heure ou 20 minutes. C'est comme vous voulez. Enfin, je voulais dire sur cette... Je peux au moins intervenir, moi, sur cette question de l'abstention. Je précise ma question, parce que là, j'ai fait très vite. Je sais qu'il est difficile de faire parler quelque chose qui n'est pas exprimé. C'est facile. Voilà, c'est le préambule que...